Du Bellay, Les Regrets 1558. Du Bellay est un auteur de la Renaissance. En 1549, Du Bellay avec la Pléiade, Ronsard, va écrire un texte qui s'appelle La défense et illustration de la langue française. Il impose le français comme langue poétique. Avant c'étaient les textes latins et grecs. Du Bellay veut faire du français qui était une langue barbare et vulgaire, une langue digne et noble à la hauteur des exigences de l'écriture poétique. Il y a une appropriation des références antiques en français. En 1553, Du Bellay, en bon humaniste, part en Italie pour découvrir les textes antiques. Il va lire les textes antiques. Il va accompagner son grand-oncle qui est cardinal, il y va en tant que secrétaire. Il sera assez déçu, loin d'y trouver l'effervescence intellectuelle qu'il espérait. Il a écrit 2 recueils importants, L'Olive, avec une maîtresse imaginaire, c'est une poésie pétrarchiste avec une idéalisation de la femme regret avec facture, style pétrarchiste, mais l'objet aimé n'est plus une femme, mais la France. Dans un premier temps, nous allons montrer qu'il s'agit d'un poème élégiaque. Dans un second temps, nous allons montrer que le texte traite de l'inspiration poétique. Dans cette première partie, nous allons montrer qu'il s'agit d'un poème élégiaque, registre de la plainte. Premièrement, on remarque la nostalgie du passé. Ce poème est le 6e poème du recueil Les Regrets. Ce poème semble illustrer le programme poétique inscrit dans le titre du recueil dans lequel l'auteur nous montre qu'il regrette. D'abord on constate l'élégie, le chant de la plainte. C'est un chant antique. On est bien dans le goût de l'héritage antique jusqu'à la Renaissance. Là est mot du poème, il donne le ton. Maintenant fortune immortalité honnête non commune montre un souffle élégiaque. Il y a une allitération nasale en N et M. Ou X3 toutes douces où on remarque une assonance en ou, qui est le son de la plainte. On a une accumulation de 3 questions qui traduisent les doutes du poète et qui est renforcée par l'anaphore en ou. On a une répétition d'adjectifs démonstratifs avec ce 7. Le choix d'utiliser un démonstratif au lieu du possessif crée un effet de distance. Le fait de dire ce que lui appartient plus. Un certain nombre de procédés sur l'ensemble du poème traduisent bien ce chant de la plainte. Ensuite on constate la nostalgie d'un passé heureux. L'évocation de ce passé heureux renvoie sûrement à sa vie en France avant son séjour à Rome. Du Bellay donne à son poème une teinte autobiographique, il traite de son expérience autobiographique, il traite de son expérience personnelle. Dans le premier quatrain, la source de son bonheur passé n'est pas clairement définie. Le lecteur peut croire qu'il s'agit d'un poème pétrarchiste. Ce n'est que dans le second quatrain que l'origine de ce bonheur se dévoile. Là, où est maintenant ce mépris de fortune? Le passé fortune est un concept divinisé. Il y a une divinisation du concept de la chance, c'est une référence antique, poème humaniste. Référence à la déesse de la fortune qui est représentée sur une roue, ce qui montre que la chance peut tourner. Le poète semble ne pas être conscient de cette chance qui lui sourit. Le passé est heureuse qui lui sourit. Le passé est heureux et le poète pense que cet état sera éternel. Le lecteur peut penser qu'il s'agit ici d'une bonne fortune amoureuse. Avec cœur vainqueur il y a un jeu de sonorité avec le mot cœur qui est répété 2 fois. C'est une métonymie, le cœur désigne l'homme. Le lecteur peut penser ici qu'il s'agit de l'élection d'une gloire amoureuse, d'une séduction victorieuse. On est ici dans la représentation d'un homme comme un chevalier servant. On remarque une association des faits d'âme et des faits d'amour. Par ce passé heureux, le poète espérait vivre éternellement. Cet honnête désir, le terme mélioratif est mis en valeur par une antéposition, positionnée en avant. Belle flamme illustre la flamme de l'amour avec l'image de la passion amoureuse et sous la forme d'un feu. Il s'agirait d'un amour immortel. Le premier quatrain nous invite à une lecture pétrarchiste du poème. C'est renforcé par le fait que Du Bellay a déjà écrit des poèmes pétrarchistes. Le propre des poèmes pétrarchistes. Les premiers sonnets sont 2 de Pétrarque dans Canzoniere. L'inspiration, l'origine de ce bonheur passé est expliquée plus longuement dans le second quatrain. Et l'origine de ce bonheur nous invite à relire le premier quatrain. Il ne s'agirait pas d'un amour passé, mais d'une époque révolue où Du Bellay avait l'inspiration. On retrouve une évocation mélancolique de l'époque où il était inspiré avec l'allégorie des muses. Ainsi, c'est l'inspiration poétique qui semblait apporter au poète les éléments de bonheur évoqués dans le premier quatrain. Cela veut dire que la chance ne désignait pas la fortune amoureuse,
mais celle concernant le cœur désignait le courage. L'immortalité évoquerait cette recherche de gloire recherchée par le poète à travers son œuvre. Horace a écrit « Exogi monumentum aer perenniu », qui se traduit « J'ai construit un monument plus durable que les reins ». Le mot flamme ne représente non pas la flamme de l'amour, mais celle de la passion pour son travail poétique qui le différencie du reste des hommes. La flamme représente l'énergie créative. Deuxièmement, le texte illustre un présent malheureux. La structure du sonnet souligne cette opposition entre un passé heureux et un présent malheureux. Les questions des deux premiers quatrains trouvent des réponses dans les deux tertiations symétriques qui soulignent la nostalgie du poète. D'abord il y a la mauvaise fortune du poète, la fatalité tragique. Le poète renonce à la gloire. Là, où est maintenant ce mépris de fortune ou encore maintenant la fortune est maîtresse de moi, et mon cœur, qui saoulait être maître de soi, est serve de mille mots et regrets qui m'ennuient montre une articulation entre le passé et le présent autour de l'adverbe temporel. Maintenant l'opposition est renforcée par l'emploi de l'imparfait qui s'oppose au présent. L'imparfait représente les temps heureux et le présent les temps malheureux. Il y a un mépris de la fortune qui est la maîtresse de moi, poète qui est esclave. On a eu une image de servitude pieuse par le terme serf, Moyen-Âge, dépendre d'un grand seigneur. Il y a un renversement, un retournement de la situation du poète. Avant le poète était maître et après le poète est un serf. Il s'agit d'un chiasme, une opposition entre le passé et le présent qui représente la souffrance et la nostalgie du poète. Cette inversion est à l'image du retournement de la route de la fortune. On remarque une allitération en air qui traduit l'amertume du poète. Mille mots et regrets est une hyperbole, c'est une accentuation de la souffrance. Le poète se voit victime de la fatalité, de la déesse de la fortune, ce qui introduit un registre tragique. C'est parce qu'il aurait méprisé la déesse de la fortune que celle-ci se moquerait de lui. Il y a une allusion à l'immortalité. Cet honnête désir de l'immortalité, de la postérité, je n'ai plus de soucis. On remarque un chiasme. On est dans une opposition de structure qui rappelle la force du bel fait subir à son vers traduit la souffrance du poète. Le poète en proie à l'absence d'aspiration n'a plus d'espoir de voir son œuvre l'élevée à l'immortalité. Ensuite on constate la perte de l'inspiration. La flamme, l'énergie créative est illustrée par « et cette honnête flamme au peuple non commune, cette divine ardeur, je ne l'ai plus aussi ». On remarque une négation qui traduit l'absence et une torsion du vers, du co avec le verbe. Les muses, l'inspiration sont illustrées par « où sont ces doux plaisirs qu'au soir sous la nuit brune les muses me donnaient, alors qu'en liberté dessus le vert tapis d'un rivage écarté je de la lune, et les muses de moi, comme étranges, s'enfuient ». On a un déséquilibre du nombre de vers. Il y a un décalage entre les quatre vers dans lesquels le poète évoque son inspiration, le passé, le temps de l'inspiration et le seul vers qui représente le présent, l'absence d'inspiration. Ce passage de 4 vers à 1 vers traduit le passage d'inspiration vers l'absence d'inspiration. Je montre que le poète est actif puis après il est passif. Le poème se termine sur s'enfuit, ce verbe qui souligne l'absence des muses. Cela souligne le caractère irréversible de l'absence d'inspiration. Il y a une torsion de la syntaxe grammaticale pour s'adapter à la structure du vers, et cette torsion traduit la souffrance du poète. Cette opposition entre un passé heureux et un présent malheureux introduit un registre élégiaque fortement soutenu par la structure du poème. Dans ce second temps nous allons montrer que le texte traite de l'inspiration poétique. Premièrement il y a l'allégorie des muses. D'abord on remarque. Il y a une redécouverte des textes. La Renaissance se caractérise par un goût pour l'Antiquité. Muse est une allégorie désignant les arts. La muse de la poésie est Calliope. La muse de l'élégie est Erato. Les muses sont les filles de Zeus et Mnémosyne, mémoire. Comme Hésiode, du Bellay revendique sa relation privilégiée avec les muses, donc on est bien dans une revendication des textes de l'Antiquité. Ensuite on est en présence d'un tableau bucolique et lyrique. On est entre l'idéalisation et le fantasme. Où sont ces doux plaisirs qu'au soir sous la nuit brune les muses me donnaient, alors qu'en liberté dessus le vert tapis rivage écarté je les menais danser au rayon de la lune. La nuit et un lieu écarté représentent le topo de la rencontre amoureuse, la sensualité, les doux plaisirs. Il y a la représentation d'un espace d'intimité sensuelle qui accueille le poète et ses muses.
On a un jeu de décalage avec un motif pétrarchiste puisque ce n'est pas une femme de qui il parle, mais des muses. On est dans une dimension onirique, relatif au rêve, puisqu'on peut associer cela à un rêve. On peut remarquer une allitération en « s » qui évoquerait la sensualité de ces dernières. Cette représentation sensuelle des muses, on la retrouve chez Hésiode. Fait la seule partie descriptive du poème et on y trouve une dimension picturale dans le jeu de traitement de la couleur et des lumières. Il y a un traitement clair-obscur. Il a réussi à nous dresser un tableau précis. L'évocation des muses est due à l'invocation des muses. Deuxièmement, on remarque le portrait du poète. D'abord on est dans un motif antique. On est dans une conception néoplatonicienne avec une référence à Ion de Platon, 3e siècle avant Jésus-Christ. L'utilisation des textes antiques est le propre de la Renaissance. Selon Platon, le poète et le rhapsode, chanteur de l'Antiquité grecque, ne tiennent pas leur talent d'un art qui leur est communiqué par les dieux. Le poète a pour rôle de servir d'interprète aux dieux, ce qui crée une chaîne d'inspiration. Les dieux et les muses insufflent l'inspiration aux poètes qui écrivent leurs vers sous l'emprise de cette force surnaturelle, qui les transmettent eux-mêmes aux rhapsodes qui les communiquent à la population. On retrouve cette divine ardeur qui montre bien qu'il est rattaché aux dieux. C'est doux plaisir, les muses me donnaient, je les menais danser. Cela illustre une transmission comme chez Platon de l'inspiration entre les muses et les poètes. C'est une vision un peu plus positive que chez Platon. Chez Platon le poète est possédé et ne s'appartient plus. Le poète, il est incapable de créer avant d'être inspiré et que son esprit ait cessé de lui appartenir. Ensuite on peut se demander si le poète est un homme ou un dieu. Bien que se plaignant de son manque d'inspiration, Du Bellay dresse un portrait très élogieux de la figure du poète et donc de lui-même comme le montrent les extraits, cœur vainqueur, honnête désir, belle flamme. On remarque bien des termes élogieux de par leurs caractéristiques mélioratives. Et cette honnête flamme au peuple non commune il se différencie du reste des mortels. On se demande même s'il est encore un homme. Divine ardeur, belle flamme cela renvoie au concept de l'enthousiasme, l'idée d'être possédé par un dieu et brûlé d'un feu sacré. Cet honnête désir de l'immortalité par l'immortalité de son œuvre qui passera à la prospérité, Du Bellay concurrence les dieux sur le terrain qui leur est propre, c'est-à-dire l'immortalité. On a ici un poème finalement paradoxal puisque le poète se plaint de son absence d'inspiration. Or la présence, la création de ce 6e sonnet nie l'absence d'inspiration. On aurait ici en quelque sorte le paradoxe d'un poète qui tire son inspiration de l'absence d'inspiration. C'est aussi le 6e poème d'un recueil d'une centaine de poèmes. Ici la poésie de Du Bellay revêt un caractère assez personnel voire même autobiographique, heureux qui comme Ulysse, qui inspira en son temps au XIXe siècle